Eh bien, bonjour encore et bienvenue toujours sur la mécanique, sur l'espace dédié à la mécanique universelle ou à la théorie mécaniqueuniverselle.net qui défend l'idée selon laquelle l'humanité, dans son ensemble, évolue progressivement vers son ultime perfection, la paix universelle. Voilà, la paix universelle, la fraternité, le bonheur suprême, etc., etc. Une sorte de, nous construisons un paradis dont nous pouvons imaginer tous les contours pour nos frères humains qui sont nos descendants dans quelques siècles. Et il faudra encore peut-être quelques siècles d'évolution. Voilà ce que la théorie que je défends. Je vous renvoie à la lecture de ce site ou aux vidéos précédentes qui parlent de ça. Alors, je continue ma lecture de cet ouvrage de René Jean Dupuy sur justement l'évolution du concept d'humanité dans l'imaginaire des nations. Et puis, en même temps, il y a une étude un peu géopolitique de l'époque où il a écrit. Donc en 1991, il a été publié cet ouvrage. Et donc, il y a, là, on en est à la page 118, donc la restructuration universelle, c'est-à-dire la période où le communisme a été vaincu par le capitalisme, en somme. Bon, c'est pas une victoire définitive, hein, parce que je pense que de nombreuses valeurs du communisme sont fondamentales pour l'évolution de l'humanité et seront, voilà, ont encore des beaux jours après la stupéfaction et le fait que le vainqueur, c'est-à-dire le capitalisme, soit allé dans l'excès du capitalisme, ce qui a donné le néolibéralisme. Et ces 30 années ont été des années de toute puissance, avec tout ce que la toute puissance, quand un système vainc son adversaire, comme nous étions des primates, hein, et donc nous fonctionnons sur le même modèle euh, que les primates naturels que nous étions, c'est-à-dire ben, quand un dominant arrive à vaincre son adversaire, ben, il se tape sur la poitrine, il fait des démonstrations de force, il est dans une sorte de délire de toute puissance. Et c'est ce qui s'est passé avec le capitalisme qui a sombré dans le néolibéralisme et qui n'a eu de cesse que d'écarter toutes les valeurs de son adversaire, en fait, tout ce qu'il avait tout ce dont il était porteur, c'est-à-dire l'idée d'égalité, l'idée de fraternité, l'idée d'universalité, tout ça, ça a été mis à la poubelle avec ce qui devait y être, évidemment, euh, c'est-à-dire l'oppression du peuple, le manque de liberté, la dictature du prolétariat. Tout ce qui était légitime, tout ce qu'il était légitime d'écarter du communisme l'a été, mais il y avait les choses positives qui ont été dans le libéralisme. C'est en a profité pour se débarrasser de, de la psychologie de l'humanité. Et c'est ce qui donne ce monde un peu injuste, euh, un monde l'inverse de la solidarité, l'inverse de la fraternité, l'inverse de tout ce qu'apportait justement l'Union soviétique. Alors, le désastre. Donc là, on en était à cette vision-là. Le désastre. Si la déroute économique de l'Union soviétique s'explique par des facteurs qui lui sont propres, elle fournit aussi la démonstration de l'impossibilité pour une nation
de sa taille, d'organiser son économie sans prendre en compte celle du reste du monde, sauf à commettre une faute contre l'interdépendance. Voilà, l'interdépendance est majeure et c'est ce qui s'est passé derrière, donc derrière la chute du mur de Berlin. Le monde a construit la mondialisation qui était le renforcement des interdépendances vraiment mondiales. Et c'était très important pour notre but qui est, un but inconscient que nous poursuivons, qui est l'unification de l'humanité. Donc il faut passer par l'interdépendance, l'unification matérielle, etc. Et donc la mondialisation a travaillé à cela de façon intuitive, donc désordonnée et voilà, avec beaucoup d'erreurs. Mais elle a eu le privilège d'exister, elle a le privilège d'exister et de participer à l'unité progressive du genre humain. Donc, le poids de l'idéologie est si lourd qu'elle parvient à écraser le système dont elle émerge. Le marxisme a hypostasié la créativité de l'économie, soubassement des superstructures juridiques, artistiques, morales de l'ordre social. Or, une fois établi dans l'histoire par la Révolution, et voilà, ça fait partie des erreurs du communisme, c'est-à-dire de n'avoir pas permis à l'artistique, au juridique, à la liberté de pouvoir évoluer correctement, donc qui ont la nécessité de la liberté. La liberté est fondamentale dans l'évolution de l'humanité. C'est pourquoi le monde a préféré inconsciemment choisir un modèle qui était injuste, mais qui apportait la liberté, plus de liberté, plutôt qu'un monde juste, mais qui privait de liberté les êtres humains. Voilà, d'où la victoire du capitalisme sur le communisme. Or, une fois établi dans l'histoire par la Révolution, le voici qui renverse l'ordre des facteurs et asservit l'économie à l'idéologie. Ce renversement était inévitable dès l'instant qu'on passait d'un projet théorique à la réalité d'une révolution impliquant la prise en main de l'opinion populaire à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La faillite du système devait coïncider avec la méconnaissance d'une doctrine dont le culte était à la fois célébré et trahi. Voilà, c'est ça. Attaché à l'orthodoxie, Lénine avait fait du premier conflit mondial dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, une analyse centrée sur les facteurs économiques d'une guerre conduite de part et d'autre pour la conquête des marchés. Et oui, effectivement, l'impérialisme, c'est le stade suprême du capitalisme, mais l'impérialisme, c'est également le stade suprême du communisme, malheureusement dans ce sens-là. Et c'est là où le bas blesse. C'est encore les yeux fixés sur le terrain économique qu'il décida en 1921 de faire une pause dans la construction de la société communiste et qu'il établit avec la nouvelle économie politique un système qui faisait une certaine place au capitalisme. Ah, quand même, ça, on l'ignorait en 1921, donc il a quand même fait il y avait une tentative comme ça. Alors peut-être que c'est Staline qui l'a plus tard détruit justement cette évolution vers le libéralisme, avec un peu de libéralisme. Et c'est ce qui a, entre autres, perdu le communisme. À mon sens, c'est le manque de liberté et le manque de spiritualité. Le fait de vouloir tuer le spirituel a été un des problèmes majeurs du communisme. Voilà. Son sens de la praxis conjugué
en lui la fidélité à l'objectif final et le pragmatisme des moyens. Sans être fermé à l'opportunisme, comme il le montra en concluant le pacte germano-soviétique ou en se rapprochant de l'Église au plus fort de la guerre, quand même, voilà, c'est tout le... Il a su aller vers l'Église, mais comme c'était manipulé, c'était pas incarné réellement. Peut-être qu'à la sortie de la guerre, il n'a pas, voilà, euh, il s'est éloigné, il a éloigné l'humanité, donc l'URSS, du spirituel, et c'était une erreur. Staline s'est figé dans une idéologie elle-même pétrifiante. Elle postulait une centralisation de l'économie, dont le premier effet était de pérenniser la domination du Parti communiste sur la société. Et c'était l'erreur. Il n'y avait pas la dictature du prolétariat, la dictature du Parti communiste, c'était une erreur. Il fallait laisser la liberté. Et avec ce qu'apportait le communisme à la société humaine, les avantages sociaux, l'évolution sociale, etc., le soutien du peuple, toutes ces choses-là, le peuple n'aurait pas déserté le système, n'aurait pas cherché à aller vers le libéralisme, vers le capitalisme. Il aurait suffi de laisser un petit peu circuler les gens dans le monde pour qu'ils voient à quel point la Russie apportait des choses positives s'il y avait eu la liberté en même temps. Si le communisme avait laissé la liberté et de conscience et d'agir et de créer, euh, tout en gardant ses valeurs sociales et ses valeurs fraternelles, il aurait emporté la victoire, évidemment. Donc, la planification mise à sa disposition un instrument irrésistible de transformation sociale. Oui, voilà, à ce niveau-là, ça a bien fonctionné. La subordination de toutes les activités économiques à un objectif politique assujettissait la distribution de la production selon des critères où la rentabilité économique ne pouvait être que sacrifiée. De fait, à la fin des années 70, la production s'est révélée insuffisante pour couvrir les besoins. Et c'était vraiment un autisme, quoi. C'était vraiment... C'est parce que les dominants de l'URSS étaient des prédateurs, tout simplement parce qu'ils auraient vraiment pu, avec le pays qu'ils avaient, les surfaces qu'ils avaient, faire en sorte que euh, la production couvre tous les besoins de leur peuple, évidemment. Donc, on voit à quel point si l'éthique ne suit pas, un système qui se dit bienveillant, s'il n'est pas vraiment bienveillant, s'il n'est pas intelligent, ouvert et assez souple, il va à sa perte, quoi. Situation aggravée par l'épuisement des réserves de main-d'œuvre et la pénurie naissante de matières premières. Or, au même moment se produisait en Occident une mutation décisive qui devait lancer un défi fatal au centralisme planificateur des pays de l'Est. L'essor technologique suscitait à l'Ouest et au Japon un épanouissement de la performance économique qui se doublait de l'apparition d'un nouvel ère industriel. Et c'est, je pense, ce que cherche à détruire là, à travers cette guerre, l'Occident en maintenant, en asphyxiant en somme la Russie. Ils veulent reproduire ce qu'ils ont fait avec l'URSS, c'est-à-dire la asphyxier, la empêcher de développer sa technologie, de la comparer au monde, de la mettre en compétition dans le système et donc de lui permettre une véritable expansion. Et c'est ce qui a étouffé l'URSS. Et là,
je pense que l'Occident veut faire exactement la même chose avec la Russie. Sauf que la Russie est tournée vers un autre monde, il y a un autre monde qui existe. Alors évidemment, l'Occident, il a la vent en poupe dans la créativité. Et c'est clair que perdre la relation avec la Silicon Valley, avec l'énergie créatrice européenne, ça va être préjudiciable, évidemment. Il y aura un problème. Mais voilà, il y a un autre acteur émergent qui est là, qui est la Russie, qui est l'Inde, qui est les BRICS, etc. Et si la Russie arrive à s'inclure dans cette partie du monde, elle, je pense qu'elle qu'elle n'aura pas les problèmes qu'a connus l'URSS. Désormais, dans un monde où l'électronique, l'information et la communication allaient tenir la place déterminante, la gestion qualitative devait l'emporter sur la recherche sommaire de la quantité, alors que celle-ci se réduisait avec l'épuisement des facteurs de production. La révolution technologique soulignait l'impuissance de la gestion centralisée à s'y adapter. Voilà, donc on comprend, je saute un peu les choses. Le modèle keynésien sur lequel son économie reposait, de l'Occident, depuis la guerre, a mal réagi au choc pétrolier de 1973 et de 1979. On était entré dans une période d'inflation et d'absence de compétitivité, alors que l'économie devenait plus diversifiée et ouverte sur l'international. Alors voilà, il y a quand même une chose, c'est que on n'a plus besoin de cette hyper-compétitivité. On n'a plus besoin de... L'humanité n'a plus besoin de ce monde de consommation. Donc, euh, ce qui va donner de la valeur, ça va être la créativité au niveau humain, en somme. Toute la créativité qui va aller vers l'écologie, vers la sauvetage de la planète, vers le bien-être des êtres humains, vers l'éducation, vers tout ça. Et donc ça, les pays émergents, même si on dresse une barrière, même si l'Occident dresse un nouveau rideau de fer, je pense qu'ils auront les moyens de pas en mourir, quoi. Je veux dire, de pas s'y étouffer. On a assisté alors à la mise en œuvre d'une perestroïka occidentale, à une restructuration fondée sur une politique monétaire et de crédit dirigée contre les poussées inflationnistes. Les reconversions comportant la fermeture de nombreuses entreprises se sont soldées par un chômage important. Du moins, ce pays s'engageait-il dans la nouvelle ère industrielle. C'est dans cet esprit que l'Europe des 12 a prévu son grand marché pour 1993. Les États socialistes ne les ont pas imités. Ce n'est qu'aujourd'hui, après 15 ans de retard, qu'ils tentent de prendre cette orientation. Ah bon? Pourquoi il l'aurait écrit? Mais quand est-ce qu'il a été écrit, cet ouvrage? C'est pas possible que ça soit en 91. Eh bien alors, Curiosita, Makebonta. Alors, où est-ce qu'il est? Ben oui, 1991. Donc, pourquoi il parle de 1993? C'est dans cet esprit que l'Europe des 12 a prévu son grand marché pour... Ah oui, c'est prévu pour le futur. Les États socialistes ne les ont pas imités, etc. Voilà. Ce n'est qu'aujourd'hui, avec 15 ans de retard, qu'ils tentent de prendre cette orientation en introduisant dans leur système des mécanismes de concurrence et en mettant fin au plan centralisé. Les pays du tiers-monde qui inspiraient le modèle marxiste, dans le souci de garantir la domination de l'État par un parti unique,
ont été gravement éprouvés par les chocs pétroliers, l'effondrement du prix des matières premières et la montée des taux d'intérêt. Faute de réformer leur régime, ils ont recouru à l'emprunt. Alors, tout ça, voilà, c'est plus pour les gens qui sont au courant de tout ça. Je le lis, mais c'est un peu compliqué. Hein, c'est pas vraiment ce qu'il faudrait faire. Et ça, c'est le problème du fait de découvrir en même temps que je lis et de ne pas lire avant, au préalable, les choses. C'est donc à une perestroïka mondiale que l'humanité est aujourd'hui conduite. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les 30 glorieuses. Dans les 30, pas glorieuses, mais les 30 néolibérales. Elle ne peut être que malaisée, compte tenu des incertitudes de l'analyse économique. Aussi bien l'échec des systèmes socialistes n'a pas pour effet de purger l'économie libérale de ses propres vices. Le déclin des disciplines internationales que le libéralisme s'était assigné aggrave les déséquilibres de la spéculation au sein d'une économie plus libertaire que libérale. Et c'est ça le problème. L'exaspération des conflits et des troubles sociaux qui en résultent engendre des violences que les systèmes politiques peuvent difficilement contenir. Les explosions ethniques apparues aux États-Unis dans les années 60 se manifestent aujourd'hui dans l'Empire soviétique et en Afrique, cependant que la drogue se substitue à l'idéologie dans les conflits périphériques. Et on rentrait là dans le moment de la mafia, la prise de pouvoir par un système totalement, voilà, dont l'apothéose était le mafieux, l'apothéose libérale était la mondialisation mafieuse des choses. Ainsi, même dans l'hypothèse où les mesures de désarmement équilibrées parviendraient à réduire les risques de guerre, parce que c'est toujours, le but c'est toujours la paix universelle. Hein. Voilà, il faut garder à l'esprit cette idée-là. Les interactions économiques et les déstructurations sociales qu'elles peuvent entraîner maintiendraient le monde dans un état d'insécurité généralisée. C'est exactement ce qu'a engendré le néolibéralisme. Et plus l'injustice des écarts entre riches et pauvres, voilà, c'est un vrai retour à l'ordre primate, en somme, le néolibéralisme. Pour le surmonter, il faut apprendre à gérer l'interdépendance. Tâche malaisée pour tous, mais surtout à l'Est, dans le désarroi qu'il éprouve. Là, on était à l'époque, en 91, à l'époque où l'Occident pillait totalement la Russie, pillait les matières premières et abusait complètement de ce système grâce aux oligarques qui sortaient toutes les fortunes et les rapatriaient en Occident. Et donc, évidemment, ça a engendré un désarroi hallucinant et une déception du monde capitalisme, du monde capitaliste. Voilà, eh bien, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et ensuite, on va voir qu'est-ce que c'est que ce désarroi-là. Ce désarroi exprime la perte de confiance dans un régime qui, pendant plus de 70 ans, a imposé une servitude implacable. Voilà, le désarroi, ça a été la dépression, la mise en dépression de tout ce qui avait cru au communisme, qui avait cru à cette idéologie et qui pensait cela indétrônable à la limite dans les choses. Et d'un seul coup, eh bien, toutes les grandes valeurs du communisme ont été anéanties, quoi, et foulées aux pieds par le capitalisme. Et donc, les anciens communistes se sont retrouvés comme ça, désemparés. Et c'était eux qui faisaient, par exemple, entre autres, c'était eux et le christianisme qui faisaient le tissu social
dans, dans la société. Dans chaque ville, village, il y avait un petit parti social communiste qui était là, qui s'occupait des gens, etc., qui faisait du social. Puis il y avait le secours catholique et le secours populaire un peu partout, et qui faisait l'entraide, l'éducation chez les migrants. Il y avait, bon, bref, il y avait vraiment un tissu social extrêmement intense. Et là, tous ces gens se sont retrouvés à la chute du communisme, ils ont abandonné, quoi. Quasiment, ils ont baissé les bras, ils se sont mis en dépression. Ça a mis en dépression tout le monde qui avait une vision téléologique, qui voyait un futur devant eux, qui avait des espérances, en fait. Et ces espérances sont tombées. Et en fait, ça a mis en dépression l'humanité, une grande partie de l'humanité, en somme. Et surtout au niveau occidental, parce que le reste du monde a profité quand même de la mondialisation. Mais l'Occident, par contre, est tombé dans un état de dépression. Il s'est retrouvé toutes ces valeurs, les seules valeurs qui ont été mises à la place des valeurs communistes, ça a été consommé. Voilà, les valeurs de consommation, s'amuser, ne penser à rien, ne s'occuper de personne, ne s'occuper que de soi. Enfin, on est tombé dans ces airs Tapie, Berlusconi, qui ont donné cette vision, d'ailleurs, à travers le rap, par exemple, qui était une vision qui n'était pas, qui ne contestait pas vraiment la société, qui la contestait, qui voyait bien ce qui se passait, mais qui en même temps, on voulait avoir le clinquant de ce néolibéralisme, quoi. Le clinquant de ces milliardaires qui apparaissaient, qui venaient. Donc, ils ont mimé de la pire des façons, d'une certaine façon. Ils ont caricaturé, en somme, le néolibéralisme, le capitalisme tout puissant, quand il est devenu tout puissant. Les rappeurs, voilà, ils avaient c'était pas une bague, c'était des bagues à tous les doigts, des chaînes en or, des dents en or, des voitures, les Mercedes-Benz de l'époque. Bon, bref, et le pouvoir et la domination, ils ont mimé, ils ont caricaturé en fait les Bernard Tapie, les Berlusconi, voilà, avec les nanas qui étaient là, les bimbos de Berlusconi, on les a retrouvés autour des rappeurs, en pire, en pire dans les excès, quoi, des choses. Alors ça a amené aussi tout un tas de libérations, hein, de la même manière. Mais voilà, on peut voir que le néolibéralisme a été un problème dans l'évolution de l'humanité. En même temps qu'il a apporté des choses positives. Voilà. Euh, et alors, à côté de ça, d'ailleurs, parce que il y avait le rap d'un côté, et puis le il y avait la rêve partie, quoi. Hein, l'autre partie de la musique, il y avait la musique qui était un peu engagée, comme tout le temps. Il y a toujours eu, à l'époque des hippies, il y avait les chanteurs engagés, puis il y avait les hippies la musique qui était engagée, mais qui était plutôt pour planer, pour aller vers le spirituel. Il y avait un côté qui était du côté du matériel et un côté qui était du côté du spirituel. Et là, ça a été ça. Il y a eu une partie qui était dans le rap et une partie qui partait dans les rêves parties. Et les rêves parties, c'était quelque chose de très individualiste. C'était revenir à l'esprit de clan, en fait. C'était plus une vision universelle, comme à l'époque hippie, qui voulait diffuser l'amour sur la planète. Là, il y avait l'aspiration était réduite parce que le communisme étant tombé, l'URSS étant tombé, l'idéologie étant tombée, le capitalisme devenant tout puissant, les gens étaient écrasés par cette toute-puissance qui,
qui montrait qu'il ne changerait plus rien, quoi, que on allait être dans une ère de consumérisme et d'individualisme et qu'il n'y avait plus à penser à l'avenir de l'humanité. C'était fini. Il n'y avait pas besoin de ce. Voilà, l'espoir était fini. Il fallait jouir maintenant, dans l'instant. Il fallait s'organiser pour vivre le mieux possible, en groupe, en clan, en système, et sans plus de vision lointaine d'avenir. Il n'y avait plus d'avenir. Et ceux qui l'ont le mieux symbolisé, ça a été le mouvement punk. Nos futurs, ça voulait bien tout dire, quoi. C'était bien la fin du communisme, la fin de ceux qui prônaient un futur. Et le capitalisme n'est pas apte à prôner un futur, en fait. C'est pas possible. Il n'a pas de vision future. Et c'est pourquoi et c'est pourquoi aujourd'hui remontent des tentatives de donner une vision future. Et la mécanique universelle, intuitivement, c'est vraiment le travail de ça, quoi. C'est vraiment fait pour rééclairer le futur. La lumière a été coupée par le libéralisme, le capitalisme a fermé les lumières, les spots qui éclairaient la route au fond, et il disait maintenant vous broutez là, vous broutez dans ce pré là, et vous travaillez pour moi, voilà, vous faites votre truc, mais vous sortez pas de ce pré là, ne regardez pas ailleurs, voilà, il faut juste que vous travaillez pour moi. C'est ça le capitalisme, c'est l'esclavage le plus total, sans futur, sans but. Et cette idée de nos futurs a été exactement bien vue par le punk. C'était peut-être le mouvement qui a le mieux compris ce mouvement-là, cette évolution-là. Et, euh, et, et donc, de ce désespoir, de ce manque d'espérance, de ce désespoir, est né le monde qui s'est mis en dépression. Les 30 ans qui ont été là, le peuple, en France surtout, on peut le voir, mais je pense que c'était l'Europe et l'Occident, s'est mis en dépression parce qu'il ne pouvait pas trouver de valeur dans les valeurs que prônait ce néolibéralisme, c'est-à-dire faites du pognon, voilà, travaillez plus pour gagner plus. Toutes ces idées-là, c'est des idées mortifères, totales, parce que ça donne aucun sens. C'est valable pour ceux qui deviennent riches et qui abusent de leur pouvoir parce qu'ils aiment jouir de la vie, de l'instant présent, c'est tout. Mais le peuple, il a besoin d'espoir. Et c'est pas pour rien que Alain Souchon a chanté à cette époque-là Foule sentimentale qui est animée par l'idéal, etc. On nous sert du Paul Sulitzer, du truc, le mal qu'on peut nous faire. C'était exactement ça. C'était complètement bien vu. Et on ne l'a pas compris, la société ne l'a pas vu, cette chose. Et donc le peuple s'est mis en dépression. Et de la dépression, c'est ce qui s'est passé. La dépression, c'est 90, 2000, 2010, jusqu'à 2000, jusqu'aux Gilets jaunes, jusqu'à cette époque-là. Et les Gilets jaunes, ça a été la tentative de sortir de la dépression. Et ils ont réussi, en somme. Mais les Gilets jaunes ont été, quand ça sera analysé par le futur, on verra que c'est grâce aux Gilets jaunes que la société française, par exemple, et européenne, un peu partout où ces foyers se sont mis en œuvre, c'est grâce aux Gilets jaunes que nous sommes sortis de la dépression, de l'état de dépression. Parce qu'en fait, il n'y avait plus moyen on voyait même plus de révolte parce que le néolibéralisme avait enlevé toute la solidarité humaine. Il n'y avait plus moyen de se fédérer. On ne savait plus comment se défendre. Tout seul, on ne pouvait pas se défendre face à ce système. Quoi. Il n'y avait plus que le suicide chez France Télécom, dans les trucs comme ça. Il n'y avait plus de solution de se défendre. Les syndicats étaient anéantis parce que le communisme avait été tombé et qu'ils ont réussi à manipuler les syndicats, les Sarkozy et compagnie. Ils ont réussi
à manipuler complètement les syndicats. Les mouvements d'opposition se sont complètement explosés, le communisme, le socialisme, l'écologie, enfin, ils ont... Voilà, il n'y a eu plus que des gens incompétents qui sont rentrés là-dedans, et les meilleurs, ils tenaient pas le choc, quoi. Ils étaient écartés par le système individualiste. Il n'y avait plus de vision solidaire des choses. Et donc, sans cette solidarité, c'était la dépression. Et le fait de retrouver de la solidarité à travers les Gilets jaunes et aujourd'hui à travers les manifestations, en fait, le système, par son abus, il oblige l'humanité à se refédérer. Voilà. Et c'est ce que le monde est en train de faire. Et je pense que la fédération qui vient après celle que nous avons connue avec les Gilets jaunes, etc., ça va être quelque chose de plus universel. Le peuple, de façon universelle, va trouver la brèche pour pouvoir se fédérer d'une certaine façon et pouvoir imposer aux dominants sa volonté, en disant stop les écarts entre riches et pauvres, vous nous les faites exploser d'année en année, vous allez vite nous faire ramener tout ça vers quelque chose de juste, et etc. Et on a besoin d'autres valeurs, voilà, on a besoin de valeurs fondamentales pour évoluer. Voilà, bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. À très bientôt. Et encore une fois, c'est vers la fin que ça devient intéressant, je ne sais pas pourquoi. Et la fin, je ne justifie pas les moyens, parce que je ne crois pas qu'il y en a beaucoup qui arrivent à la fin de ces vidéos. Alors, gageons que ces vidéos prendront le temps pour être appréciées, si elles doivent l'être un jour. Voilà, c'est peut-être pas encore le moment, mais c'est comme ça. En tout cas, j'exprime ce que je pense uniquement. À très bientôt.